Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, honorable assistance, bonjour. Je suis très honorée de participer au congrès de la SAFO pour vous parler d'une des maladies hémorragiques les plus fréquentes en Algérie, en l'occurrence l'hémophilie. Comme vous le savez tous, c'est une maladie hémorragique héréditaire qui est due à un trouble de la coagulation par déficit des facteurs de la coagulation. Donc on parle d'hémophilie A lorsqu'il s'agit d'un déficit en facteur 8 et c'est l'hémophilie la plus fréquente. Ensuite on a l'hémophilie B qui est due à un déficit en facteur 9. Cette hémophilie est de transmission récessive qui est liée à l'X. Donc les hommes sont malades, donc ils expriment la pathologie hémorragique et les femmes transmettent la maladie, donc elles sont conductrices. Donc, dans le monde, 450 cas ont été rapportés, dont 3000 hémophiles en Algérie. Un petit historique sur l'hémophilique. Donc, la première description d'hémophilie a été faite au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, le Talmud, qui est un récit hébraïque, rapporte que le troisième enfant, que la circoncision était interdite au troisième enfant issu d'une famille dont 2 enfants sont déjà décédés suite à des hémorragies après circoncision. Donc, le caractère héréditaire a été identifié en 1830 par Otta, qui a remarqué la persistance du syndrome hémorragique au sein de la même famille après 3 générations. Le terme d'hémophilie a été attribué en 1828. C'est un mot qui est il est composé de 2 mots, héma qui veut dire en grec sang et philia, affection. C'est une maladie qui est connue comme maladie royale, impériale. Pourquoi ? Tout simplement, la reine Victoria d'Angleterre, elle, ses filles et ses petites filles étaient des conductrices. Elles ont transféré cette maladie au royaume d'Autriche, d'Espagne et aussi en Russie. Donc, je vais vous parler par la suite du tsar. En 1937, des scientifiques ont remarqué que le sang de l'hémophile coagulait en présence d'un plasma d'un sujet sain. Donc, ils ont pensé à appeler cette molécule, qui n'a pas été encore identifiée, la globuline anti-hémophilique. Et ce n'est qu'en 1952 que les 2 types d'hémophilie ont été identifiés, distingués selon le déficit en facteurs. Et bien sûr, je reviens à cette maladie royale, ce n'est qu'en 2005 que l'hémophilie a été typée pour la famille royale. Donc, il s'agissait bien de l'hémophilie B et non la A. Ceci grâce à l'étude de l'ADN de l'enfant du tsar qui était hémophile. L'ADN, bien sûr, c'était récupéré des os de l'hémophile, du fils du tsar. Un petit rappel sur la coagulation. Le facteur 9 et 8 sont des facteurs de la coagulation qui forment un complexe. C'est le complexe teunase. Ce complexe va activer le 10. Il faut savoir aussi que ce facteur 10 est activé par le complexe facteur tissulaire et facteur 7. Je vous demanderai de vous rappeler du facteur tissulaire qu'on va voir dans le traitement. Le facteur 10, une fois activé, il va générer de la thrombine, qui est l'enzyme clé de la coagulation. En absence du facteur 9 ou du facteur 8, donc le facteur 10 sera activé uniquement par le complexe facteur 7 et facteur tissulaire, et ceci est insuffisant pour générer assez de thrombine pour colmater la brèche vasculaire, en particulier dans les vaisseaux à gros calibre. La transmission, comme je l'ai déjà dit, elle est récessive liée à l'X, qui porte sur son bras long le gène du facteur 8 et du gène du facteur 9. Le gène, je vais vous demander également de retenir le nombre de nucléotides qu'on va revoir dans le traitement. Donc, le gène du facteur 9 a 1400 nucléotides et le gène du facteur 8, 8000 nucléotides. La transmission, donc on a dit qu'elle est liée à l'X, mais il faut savoir qu'il y a des femmes hémophiles et hémophilie sévère. Pourquoi ? Ces femmes, elles sont soit issues d'un père hémophile et d'une mère conductrice, ou alors c'est des femmes c'est des conductrices, malheureusement, elles ont un X malade et un X dormant, inactif. C'est le phénomène de l'ionisation. Ensuite, on a le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner sont des femmes qui ont un seul X. Et malheureusement, pour des conductrices, parfois, elles ont un seul X et le X qui porte la mutation de l'hémophilie.
Également, il y a des cas, il y a 30% d'hémophiles qui ne sont pas issus de familles qui ont des antécédents d'hémophilie dans la famille. Donc, on appelle ces cas-là des néomutations, c'est-à-dire qu'il y a des mutations, des nouvelles mutations qui apparaissent soit dans l'ovule, soit dans le spermatozoïde, ou simplement chez le fœtus. Donc, un père hémophile aura des filles conductrices, mais pas de garçons hémophiles. Une mère conductrice donnera naissance à des filles conductrices et aussi des garçons hémophiles. Pour les manifestations cliniques, elles sont identiques pour les deux formes. Elles dépendent du degré de sévérité du déficit. L'hémophilie est classée en 3 catégories. L'hémophilie sévère, dont le taux est inférieur à 1%. L'hémophilie modérée, dont le taux est compris de 1 à 5%. Et pour l'hémophilie mineure, on parle maintenant de 6 à 40% selon les dernières recommandations de 2021. Je ne vais pas trop m'attarder sur la clinique, juste vous dire que la clinique est prédominée par les hémarthroses, les hématomes, et ce qui est redoutable, c'est les hémorragies majeures intracrâniennes et digestives. Le facteur 8 et le facteur 9 font partie de la voie endogène. Donc, cette voie endogène est explorée par le TCA. Donc, biologiquement, on aura un TCA allongé. Avec le TCA, on va associer le test de correction qui va nous permettre de distinguer entre la présence d'un inhibiteur et un déficit réel en facteurs. Ensuite, on dose l'activité coagulante des deux facteurs qui se fait par deux méthodes, soit la méthode classique, la chronométrique, ou la méthode chromogénique qui donne une bonne corrélation clinico-biologique, en particulier pour les formes mineures et modérées, et aussi pour le suivi du traitement. Également, cette méthode, elle est insensible au traitement à l'héparine et à la présence des anticorps, le PIC. Donc, une fois le dosage est effectué, donc on pourra poser le diagnostic, préciser le type et l'hémophilie, bien sûr, sans oublier d'éliminer les maladies qui donnent les mêmes résultats biologiquement, telles que la maladie de Willebrand de type 2N, et aussi l'hémophilie acquise, en particulier qui apparaît chez les femmes enceintes en postpartum et aussi chez les sujets âgés ayant des maladies auto-immunes. Bien sûr, le diagnostic est important pour le suivi du traitement. Le traitement, il peut être à la demande ou prophylactique. Le but est la prévention des hémorragies articulaires et musculaires. Donc là, il faut traiter rapidement. Il faut instaurer la prophylaxie aussi précocement. La prévention des hémorragies intracrâniennes qui peuvent donner à long terme des séquelles très graves. Le but est également de conserver l'intégrité des articulations et des muscles. Donc, il faut s'intéresser à la coagulation pour préserver l'état locomoteur. Donc, tout ceci va permettre aux malades hémophiles d'exercer ses activités physiques normales, d'avoir une bonne insertion sociale, une bonne intégration, un bon épanouissement professionnel et surtout une excellente qualité de vie. On a vu au cours des années que des projets dont le traitement ont été réalisés. Donc le traitement commençait par une simple transfusion. Maintenant, on est arrivé à des produits recombinants, et ceci dans le traitement substitutif. On va apparaître aussi les traitements non substitutifs et la thérapie génique. Pour les traitements substitutifs en absence d'inhibiteurs, donc pour l'hémophilie A, le traitement repose sur les concentrés de facteur 8 qui peuvent être soit de dérivés plasmatiques issus des donneurs bénévoles ou des produits recombinés par génie génétique. Ces produits ont une durée de vie quand même assez courte de 2 heures. Par contre, il y a des produits récents, c'est des produits recombinants à durée de vie prolongée, qui prolongent la durée de vie jusqu'à 36 heures. Donc, ils vont limiter et allonger les injections, le délai d'injection. Le facteur 8, il faut savoir qu'une unité de facteur 8 injectée va augmenter le taux plasmatique de 2%. De même, pour l'hémophilie B, les concentrés disponibles de facteur 8 peuvent être d'origine plasmatique ou recombinant, avec une durée de vie dont le maximum est de 24 heures. Par contre, le concentré recombinant de durée de vie prolongée peut aller jusqu'à 92 heures. Une unité de facteur 8 injectée va augmenter le facteur 9 plasmatique d'1%. Des complications, oui, il existe des complications du traitement substitutif, et le plus répandu est le développement des inhibiteurs. Ces inhibiteurs vont inhiber l'action et l'effet du facteur 8 ou du facteur 9. Donc la recherche de ces inhibiteurs se fait
par la méthode Bethesda ou Bethesda-Nijmegen. C'est des méthodes équivalentes qui diffèrent uniquement par le diluant utilisé. Donc ici, on parle de faible répondeur lorsque le taux des inhibiteurs est inférieur à 5 unités Bethesda. Pour le traitement, il est recommandé de doubler la dose, donc une dose pour inhiber les anticorps, l'inhibiteur, et l'autre dose pour traiter le saignement. Lorsque le taux des ACC ou les inhibiteurs est supérieur à 5 unités Bethesda, donc on parle de fort répondeur, dans ce cas-là, le facteur substitué est inefficace et il y a indication des agents bypassants. Il est possible aussi d'éradiquer les inhibiteurs grâce à un traitement d'induction de la tolérance immune qui consiste à administrer de fortes doses de facteurs pour pouvoir inhiber la majorité des inhibiteurs. Mais s'il y a persistance de saignement, donc là, on peut associer des agents bypassants. Pour les agents bypassants utilisés, nous avons le facteur 7 qui va shunter la voie endogène et les concentrés du complexe prothrombinique activés qui vont shunter la voie du facteur 8. Donc, pour pallier aux inconvénients du traitement substitutif, il y a les traitements non substitutifs qu'on voit apparaître, en l'occurrence les faux facteurs 8 et les molécules à action sur les inhibiteurs de la coagulation. Je commence par ce qu'on appelle le faux facteur 8, l'emicizumab. L'emicizumab est un anticorps bispécifique. D'un côté, il va reconnaître le facteur 9 activé et de l'autre côté, le facteur 10. Son rôle est de mimer la fonction et l'effet du facteur 8. Donc, il va rapprocher ces deux facteurs et permettre l'activation du facteur 10. Son avantage administré par voie sous-cutanée avec une durée de vie prolongée, utilisable pour l'hémophilie A avec et sans inhibiteur. Donc, dans l'hémophilie, il y a la perte de l'équilibre hémostatique. Donc, il y a un déficit. Donc, ceci va se pencher vers un saignement. Pour pouvoir établir cet équilibre hémostatique, il faut agir sur les inhibiteurs. Donc, ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'ils ont diminué les inhibiteurs, et ceci par des molécules inhibitrices. Il y a des inhibiteurs du TFPI. Rappelez-vous du facteur tissulaire. En se liant au facteur 7, va activer le 10. Ce facteur tissulaire est inhibé par le TFPI, qui est un inhibiteur physiologique, dont le rôle de ces médicaments va inhiber ce TFPI pour laisser la chance au facteur tissulaire et facteur 10 d'activer au maximum le 10 activé. Donc pour ces inhibiteurs, on a deux molécules, il y a le concizumab et le marstrazimab, injectés également en sous-cutané avec une durée de vie prolongée. Ces molécules sont utilisées pour le traitement de l'hémophilie A, B, avec ou sans inhibiteur, et en cours d'étude pour leur utilisation pour les autres déficits en coagulation. On a aussi le fitusiran. Le fitusiran, c'est un ARN interférent dirigé contre l'ARN messager de l'antithrombine. Donc, ce rôle est de bloquer ou de diminuer la synthèse de l'antithrombine, qui est l'inhibiteur de la thrombine, enzyme clé de la coagulation. Donc, également, ce produit est injecté en sous-cutané, qui est un avantage, une demi-vie prolongée, utilisé pour l'hémophilie A et B avec ou sans inhibiteur et aussi en cours d'étude pour les autres déficits en coagulation. L'avantage de l'hémophilie est une maladie monogénique, donc elle peut être utilisée facilement pour la thérapie génique. La thérapie génique, c'est le transfert de gènes codants pour le facteur 8 ou facteur 9 dans le génome d'une personne avec hémophilie pour permettre l'expression des facteurs de coagulation. Les premiers essais concernant l'hémophilie ont débuté en 1991 à Shanghai. Comment se fait cette thérapie génique? Tout d'abord, il faut identifier le gène malade pour établir au fait le gène sain, c'est le gène médicament. Dans ce cas, je vais parler du gène médicament. Ensuite, ce gène médicament a besoin d'un vecteur
pour être incorporé dans la cellule. Donc là, le vecteur idéal est le virus atténué. Donc le virus atténué dans lequel on a intégré le gène médicament a deux alternatives. Soit il va être mis en culture avec des cellules prélevées d'un patient. Ces cellules vont incorporer ce vecteur contenant le gène médicament et réinjecter au malade. Ou alors, il peut être injecté directement au malade en intraveineuse ou en intramusculaire. Aussi, il existe aussi la thérapie génique cible qui cible directement l'organe, c'est-à-dire que le vecteur va être transféré soit dans le foie quand il s'agit de l'hémophilie. Et je vous donne un autre exemple pour la mucoviscidose. Le vecteur va être injecté directement dans le poumon. Bien sûr, la thérapie génique a rencontré plusieurs obstacles qui sont dus en particulier à la taille du gène. Rappelez-vous le nombre de nucléotides des gènes. Donc ceci n'a pas été avec l'hémophilie A. D'ailleurs, pour l'hémophilie A, c'était la première hémophilie pour laquelle les essais ont commencé en 1991. Par contre, pour le facteur 8, étant donné que son gène était très grand, composé de 8000 nucléotides, il fallait attendre les années 95-96 pour trouver le vecteur idéal pour incorporer le gène. La thérapie génique cible a donné de meilleurs résultats. Donc, quand on transfère le vecteur directement dans le foie, on a vu qu'il y avait l'amélioration de synthèse des facteurs de la coagulation. Donc, le taux de facteur 8 ou le taux de facteur 9 augmentait rapidement au niveau plasmatique. En ce qui concerne les produits disponibles en Algérie, pour l'hémophilie A, les produits utilisés peuvent être d'origine plasmatique, tels que les Munate ou les Mocta. Aussi, on retrouve aussi des produits recombinants, tels que le Cogénate. Je sais qu'il a été utilisé, le Cogénate. Il y a aussi l'Advate, le nouveau 8, troisième génération pour les deux, est disponible dans plusieurs concentrations. Malheureusement, pour l'hémophilie B, on n'a que du produit d'origine plasmatique, en l'occurrence les munines et les monines. Donc, je termine. L'hémophilie, encore une fois, est une maladie hémorragique congénitale liée à l'X, due à un trouble de la coagulation. Le degré de sévérité dépend du degré du déficit. Le diagnostic repose sur le dosage de ces deux facteurs par les deux techniques chromogéniques ou chronométriques. L'hémophilie est en pleine révolution. On voit apparaître maintenant des molécules qui sont en cours d'étude. C'est la thérapie substitutive orale, oui, c'est des comprimés qui vont substituer le facteur 8, mais je peux vous dire qu'à ce niveau-là, là maintenant, il s'agit d'une expérience sur animaux, c'est les chiens hémophiles. Donc, ce sont des comprimés dont l'enveloppe est assez résistante, donc elle va résister au pH acide de l'estomac. Une fois arrivée au niveau de l'intestin, cette enveloppe va se dissoudre. Il y aura une aiguille résorbable qui va injecter le produit facteur 8 au niveau de l'intestin. Également, il y aura d'autres nouvelles molécules non substitutives dont le but est de rétablir l'équilibre hémostatique. Et la thérapie génie, maintenant il y a une surveillance sur 5 ans, ça va aller maintenant sur 10 ans. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est la greffe hépatique. La greffe hépatique a été utilisée au Canada et en Angleterre. Dans le premier malade qui a bénéficié de la greffe hépatique n'était pas dans le but de corriger l'hémophilie, mais malheureusement cet hémophile avait le cancer du foie, donc on l'a greffé dans ce but. Mais quelques mois après, ils ont constaté qui n'était plus hémophile et synthétisé normalement sans facteur 8. Donc, par contre, en Angleterre, la greffe de foie est réalisée pour les hémophiles, mais ça reste quand même un acte chirurgical difficile qui demande la participation de plusieurs spécialités. Donc, vous avez vu qu'il y a des perspectives thérapeutiques extraordinaires qui vont permettre une vie meilleure pour l'hémophile, avec moins d'injections intraveineuses et des injections répétées et rapprochées, moins d'atteintes articulaires, donc une vie quasi normale, même si l'hémophilie reste quand même une maladie à prendre en charge correctement. Et je vous remercie.